Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca. Un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de toute ma vie, c'est L'ombre du vent, écrit par un Catalan qui s'appelle Zafón. Le personnage raconte que quand il a eu 10 ans, à son anniversaire, son père lui dit « Mon fils, j'ai quelque chose d'extraordinaire pour toi, un cadeau pour ton anniversaire, viens avec moi. » Et là, il l'emmène au cimetière des livres oubliés. D'abord, on a une description de ce lieu magique et l'enfant choisit un livre. C'est un roman qui nous parle de l'amour du livre et qui nous parle beaucoup de qu'est-ce qu'il y a dans un ouvrage écrit par quelqu'un d'autre. Parce que finalement, le cimetière des livres oubliés, qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est que aussi peut-être toutes les paroles, tous les textes, toutes les actions de travailleuses du sexe, de travailleurs du sexe d'ici et dans le monde qui seraient peut-être passées à l'oubli si on ne les avait pas rediffusées, rendues publiques puis colligées dans cet ouvrage. Maria Nengue-Mensah est professeure au département de travail social de l'UQAM et chercheuse à l'Institut de recherche et d'études féministes. Elle s'intéresse à l'évolution du féminisme, aux femmes séropositives et à la prostitution. Bien, en fait, je pense que c'est un petit rêve qu'on avait, Louise Toupin, Claire Thibouteau et moi, depuis, je dirais, 2 décennies certains. Elle est avec nous pour parler du livre qu'elle a dirigé avec Claire Thibouteau et Louise Toupin, Lutte triple X, inspiration du mouvement des travailleuses du sexe. Madame Mensah, bonjour. Bonjour, Guillaume. Merci d'être avec nous pour parler de votre livre Lutte triple X, inspiration du mouvement des travailleuses du sexe. C'est un livre qui compte plusieurs dizaines de textes. Quel était le projet de ce livre? Essentiellement, ce qu'on a voulu réaliser, c'est ce qu'on appelle une anthologie. Donc, un recueil de textes qui ont marqué l'évolution du mouvement des travailleuses du sexe au Québec, au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, et surtout de rendre disponibles ces œuvres en français, parce que l'anthologie donc compte plusieurs textes qui avaient jusque-là jamais été diffusés en français. Donc, on a 80 textes, une quarantaine d'images. On a tenté de les organiser autour de ce qu'on pourrait appeler des lieux de résistance, des personnes qui militent pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe. S'organiser, travailler, se raconter, se représenter, bâtir des alliances, lutter contre le VIH, migrer et se raconter. Donc, différents lieux de résistance, des thèmes qui peuvent aussi être des inspirations pour des nouvelles militantes. Madame Mensah, dans votre livre, si on vous posait une petite question de vocabulaire parce que les mots ont leur importance, dans votre livre, vous parlez toujours des travailleuses du sexe et pas des prostituées. Pourquoi ça? Le mot prostitution est un terme très chargé, historiquement, moralement et politiquement. Alors, on a un intérêt à vouloir utiliser le mot travail du sexe pour rendre compte, en fait, d'une activité génératrice de revenus sans présupposés moraux. D'ailleurs, dans l'anthologie, il y a un texte de Carol Lee qui revêt, en fait, l'identité de la maman du concept de travail du sexe, sex work. Et elle explique qu'elle a développé ce mot-là pour rendre compte des activités des personnes qui offrent des services sexuels de façon plus neutre que ce qui était utilisé auparavant. Quand on pense au mot prostitution, généralement, on a une image de quelqu'un qui est déchu, qui est corrompu, qui est moralement dépravé, ou encore qui est victime de souffrances liées à l'enfance, même liées au contexte, on pourrait dire, patriarcal ou capitaliste. Et donc, nous, dans l'ouvrage, on a vraiment voulu sortir de ce type d'interprétation-là. Et en sortant de ces
connotation morale et préjugeante, on arrive à une compréhension qui nous permet d'entendre la voix des personnes qui sont principalement concernées. Madame Mensah, dans votre livre, on compte plusieurs textes de groupes de femmes qui sont travailleuses du sexe. Quand on leur demande quelles sont leurs principales revendications? La principale revendication des travailleuses du sexe d'ici, au Québec, au Canada et dans le monde, c'est qu'elles soient reconnues, que justice soit faite. C'est d'ailleurs le titre de l'introduction dans l'anthologie, une soif de justice pour qu'on puisse reconnaître leur activité comme étant légitime et surtout leur voix, leur existence, leur réalité complexe comme étant digne, en fait, d'une écoute sociale, politique et, je dirais, également populaire. Donc, ça se traduit comment, cette revendication de reconnaissance? Ça se traduit surtout dans les associations de défense des droits vers une recommandation qu'on cesse la criminalisation de leurs activités. Parce qu'avec la criminalisation vient une foule de situations sociales en lien avec la précarité, la pauvreté, la violence, qu'elle soit physique ou systémique. Alors, c'est vraiment ce qu'on a retenu. La revendication principale, c'est d'être reconnus comme des personnes, des citoyennes à part entière. Et si je vous posais la question, aujourd'hui, la revendication pour la reconnaissance des travailleuses du sexe, cette lutte, elle en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, elle en est où, cette lutte? Bien, au Canada, elle est assez au cœur de l'actualité parce qu'on est un peu en attente de la décision de la Cour suprême du Canada en lien avec une décision de la Cour suprême de l'Ontario concernant l'abrogation de dispositions juridiques qui feraient en sorte qu'on décriminaliserait les articles liés à la prostitution. Donc, ça veut dire qu'on enlèverait 3 dispositions du Code criminel. On en est où? Alors, ça veut dire que si, effectivement, la Cour suprême va dans ce sens-là de décriminaliser, on se retrouverait à être le 2e pays dans le monde qui aurait décriminalisé la prostitution. Par contre, on en est où aujourd'hui, en 2012? Bien, il y a encore énormément de préjugés, de stigmatisation et d'invisibilisation, en fait. C'est un gros mot, là, mais on dirait qu'on ne veut souvent pas voir les préoccupations des travailleuses du sexe. On ne veut pas entendre ce qu'elles ont à dire. Et un exemple de cela, c'est ce qu'on fait avec le travail du sexe qui s'exerce sur la rue. On réprime pour ne pas voir, on déplace les personnes d'un quartier à l'autre. On est dans un débat social, politique, même interpersonnel, qui déchire les gens et les communautés. Je pense que c'est là où on en est. L'exemple qui me vient en tête, c'est ce qui se passe dans les milieux féministes, mais je dirais que probablement que dans des milieux non féministes aussi, on est très divisés. Alors, je pense que c'est un des constats qu'on peut faire aujourd'hui. Si on continuait là-dessus, vous venez de parler de l'état de la division chez les féministes par rapport à la prostitution. Et dans un de vos textes, vous dites que les tensions sont quand même assez vives. Mm-hmm. À quoi ça ressemble? Le climat est assez tendu. On se retrouve dans une situation où être féministe aujourd'hui, c'est choisir un camp. On a un peu aménagé la situation entourant la prostitution et le travail du sexe comme un débat où il y a 2 postures uniquement. Je pense que ça, c'est très déchirant pour toute féministe, pour toute personne qui a un éveil politique ou social. Alors, on en est là où on oppose 2 voix féministes, alors que dans la réalité de tous les jours, pour la plupart des féministes, c'est comme une série de zones grises. C'est pas noir ou blanc, ou tout noir et tout blanc. Et dans ce sens-là, on se retrouve souvent dans les forums publics, par exemple à travers des textes ou des congrès, à prendre des positions très tranchées. Mais, puis on peut le voir à lire plusieurs des textes de l'anthologie, les travailleuses du sexe qui militent pour les droits des personnes dans l'industrie,
se disent féministes. Alors, si on maintenait l'idée qu'il y a les féministes et les autres, donc il y a les personnes qui luttent pour un changement social en lien avec la prostitution qui impliquerait de l'abolir, de l'éliminer, et d'autres personnes qui luttent pour défendre des droits, mais parce qu'elles défendent ces droits-là ne seraient pas féministes, ça devient un peu confus. Dans les faits, quand on regarde les féministes avec qui, par exemple, moi je travaille à l'université ou dans les groupes associatifs, c'est pas aussi tranché que ça. La plupart des féministes sont soucieuses de valeurs comme l'égalité, l'inclusion, la participation démocratique. Mais une des choses qui se passe dans les tensions féministes, c'est parce qu'il y a tellement une polarisation. Tu sais, j'ai envie de faire un lien avec, avec le Québec actuellement. Tu es pour ou contre la souveraineté? Est-ce que tu es pour ou contre la prostitution? Tu sais, la question, c'est une fausse question. Elle oblige à avoir une réflexion vraiment divisée, alors que les enjeux que vivent les personnes sont beaucoup plus incertaines et floues que ça. Donc, on peut être contre l'idée que des personnes se retrouvent dans une situation de coercition, de violence. On peut être contre le fait qu'une majeure partie de la société vit de la pauvreté et a peu de poids social. On peut être contre ça. Tu sais, même au niveau théorique, au niveau politique, la plupart des féministes partagent les mêmes grilles d'analyse. C'est ça qui est étrange. Là où c'est différent, puis là où je pense que ça se clive et puis qu'on a une tension énorme, bien, c'est au niveau des solutions à apporter. Donc, pour certaines, la solution, c'est un peu de fermer l'usine. On ferme la prostitution. On élimine cette possibilité-là. On enlève l'option. Et effectivement, là, on peut penser à rebâtir un autre système où les personnes impliquées peuvent faire autre chose. Ce qu'on désire de ce point de vue-là, c'est d'éliminer la prostitution comme institution patriarcale qui est une forme ultime, en fait, de l'exploitation des femmes et de l'appropriation de leur corps, de leur temps de travail, etc. De l'autre côté, on se retrouve avec, encore une fois, du point de vue d'une analyse des conditions matérielles, on dit, mais la solution, c'est pas d'arrêter de fermer la mine ou de fermer l'usine, mais c'est plutôt d'améliorer les conditions de travail et d'exercice des personnes pour que ensuite elles puissent continuer ce travail-là si elles le désirent ou non. Vous êtes intéressé dans votre carrière à l'histoire du féminisme. Dans l'histoire du féminisme, quand apparaissent les premières revendications des travailleuses du sexe pour la reconnaissance de leur statut ou de leur travail? Mm-hmm. Alors, les travailleuses du sexe ont toujours revendiqué une place, une voix, socialement, mais aussi auprès des oreilles féministes. Mais je dirais que c'est surtout au milieu de ce qu'on appelle la deuxième vague féministe les travailleuses du sexe ont nommé leur activité comme telle. Donc, on parlait de travailleuses du sexe. C'est aussi au cœur de la deuxième vague qu'elles se sont mobilisées et qu'elles se sont organisées à travers une série d'associations, de regroupements, de chartes et d'autres documents publics. Donc, je dirais que c'est dans la foulée de cette émergence de liberté ou de soif de liberté qu'ont vécu plusieurs peuples et plusieurs groupes jusque-là marginalisés au sein du féminisme. Donc, dans la deuxième vague féministe, on a commencé à lire et entendre, par exemple, des féministes qu'on dit de couleur. Donc, le black feminism, les féministes latinas, et encore un peu plus tard, les féministes musulmanes. Donc, dans la foulée de ces critiques-là,
on a commencé à lire des écrits de travailleuses du sexe dans cette deuxième vague féministe. Mais grosso modo, la première vague féministe, c'est la vague pour les luttes élémentaires, là, du droit de vote, du divorce, etc. Oui, la première vague féministe, c'est aussi... C'est sûr que c'est important d'avoir le bémol suivant, c'est que la nomenclature des vagues, c'est quand même... C'est une métaphore. Hein? Donc, quand on dit 1, 2, 3, on a souvent l'impression que l'une vient nécessairement avant l'autre, etc. Donc, c'est important pour moi de dire que la métaphore des vagues, c'est qu'elles se recoupent et elles se chevauchent aussi. Mais quand on pense, les historiennes l'ont fait beaucoup, à la première vague féministe, on imagine le début de la lutte des suffragettes, par exemple, pour le droit de vote. On pense à la lutte pour l'existence politique élémentaire, comme ce que vous venez de soulever. Donc, on est aussi au 19e, fin 19e, début 20e siècle. Alors, on est dans un contexte quand même assez particulier. Est-ce que cette lutte élémentaire, par exemple, pour le droit d'exister comme citoyenne à part entière, d'avoir le droit de vote, de pouvoir aller à l'université, tout ça, est-ce que ça a arrêté dans les années 1960? Non. Mais c'est que dans les années 1960, les féministes ont commencé à penser autrement leur réalité et surtout à analyser la situation des femmes différemment. Et c'est là qu'on parle de l'émergence de la pensée radicale. Donc, c'est un peu la différence que je ferai avec la première et la deuxième. Ce qui est particulier de ce qu'on appelle la troisième vague, c'est un prolongement, en fait, de certaines de ces luttes initiées dans les années 1960, mais un prolongement qui se veut beaucoup plus éclaté. Donc, la troisième vague féministe, elle est souvent mise en lien ou en dialogue avec l'émergence des réflexions postmodernes, avec les luttes postcoloniales, avec aussi un discours intérieur au féminisme. Donc, plusieurs écrits et discussions là, qu'on a relatées dans le recueil Dialogue sur la troisième vague évoquent les questions de génération de féministes. Les féministes de la troisième vague sont des personnes qui sont nées au début de l'ère, comment on peut dire, l'ère technologique de MTV. C'est une génération qui est X, Y, Z, qui voit peut-être la sexualité non plus comme quelque chose de seulement négatif. Donc, peut-être pour revenir avec la question des travailleuses du sexe, c'est que si la première vague féministe a voulu dire au monde que les femmes aussi avaient une sexualité, la deuxième vague féministe a exploré que voulait dire cette sexualité pour les femmes dans le quotidien et a mis en lumière le caractère éminemment politique de la sexualité, comme quoi ça devient un lieu d'oppression, d'enfermement, de viol. La troisième vague féministe, en réaction à la deuxième vague, commence à questionner l'idée que la sexualité serait seulement un lieu d'enfermement, un lieu négatif. Alors là, on commence à entendre des revendications comme celles des travailleuses du sexe qui disent « un instant, oui, il y a de l'oppression dans la sexualité, mais le choix d'aller vendre des services sexuels à des hommes, à des femmes, à des personnes trans, ce n'est pas nécessairement une oppression, une situation d'exploitation, c'est peut-être aussi autre chose. » Alors, je pense que c'est de cette façon qu'on pourrait inscrire les revendications des travailleuses du sexe dans l'histoire du féminisme. Mais là, je dirais que je n'ai pas la réponse parce que le recoupement des trois vagues et du discours qu'on a voulu mettre en lumière dans l'anthologie Lutte 3X, ce recoupement-là, moi, je ne l'ai pas fait encore. Donc, je pense que ça reste à être réfléchi et articulé. Madame Mensah, beaucoup de féministes veulent légaliser la prostitution. Je vous pose la question, comment fait-on pour légaliser la prostitution sans ouvrir la porte à la traite des femmes? En fait, il y a peu de féministes qui veulent légaliser la prostitution. Je dirais que la tendance générale des féministes, de façon prédominante, c'est de vouloir
décriminaliser ce que font les femmes et criminaliser ce que font les hommes, comme si les choses étaient aussi simples que cela. Donc, la légalisation, c'est un autre modèle. Et donc, en fait, il y a beaucoup de confusion entre décriminalisation et légalisation. Décriminaliser, c'est prendre le code pénal actuel et enlever les articles de loi qui font de l'exercice ou des activités entourant la prostitution un acte passible de sanctions criminelles. Donc, c'est enlever des lois. Légaliser, c'est ajouter une loi. OK? Donc, quand on veut légaliser quelque chose, on doit ajouter dans le code pénal une loi. Par exemple, il y a eu des projets là, au fil des 15-20 dernières années où on dit « Ah, tiens, on va faire une disposition pour la tenue des maisons closes. » Donc, il faut ajouter une loi. Quand on ajoute cette loi-là, on dit « Bien, l'exercice du travail du sexe peut être pratiqué sous des conditions très précises. Habituellement, c'est dans un lieu géographique spécifique. C'est avec une licence particulière et avec des conditions très précises. Donc, le problème avec ça, puis je pense au philosophe Michel Foucault qui a beaucoup étudié la question de la régulation de la sexualité, c'est que quand on crée une loi, bien, on vient du coup de créer son illégalité tout autour. On crée aussi les conditions à travers lesquelles on va enfreindre cette loi-là. Est-ce que les grandes organisations féministes comme le Conseil du statut de la femme et la Fédération des femmes du Québec sont du côté des revendications des travailleuses du sexe? Mm-hmm. En fait, les positions des grandes associations féministes ressemblent beaucoup aux tensions que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, on se retrouve avec le Conseil du statut de la femme qui prend position assez clairement, surtout avec un rapport qui a été publié il n'y a pas très longtemps, qui reprend les mêmes arguments là, des dernières décennies, qui dit que finalement, on doit cesser de soutenir là, la prostitution et son existence, et que pour faire cela, on doit criminaliser l'achat des services sexuels. Donc, un modèle qui est semblable à celui qui existe en Suède, qui crée malheureusement beaucoup de situations difficiles pour les travailleuses du sexe en Suède. Donc, ça, c'est la position du Conseil du statut de la femme, clairement prohibitionniste, féministe, abolitionniste. Ensuite, du côté de la Fédération des femmes du Québec, la position n'a pas vraiment encore eu lieu. C'est-à-dire que la Fédération des femmes du Québec a tendance à vouloir injecter des consultations au sein des membres, vouloir susciter des discussions, des réflexions sur le débat, sur les solutions peut-être à entreprendre et surtout sur les grilles d'analyse féministe. Alors, au sein de la Fédération des femmes du Québec, à ce jour, il n'y a pas de position claire d'un côté ou de l'autre. Par ailleurs, la Fédération des femmes du Québec est aux prises avec quand même une très grande diversité de groupes de femmes, de Montréal, mais évidemment de l'ensemble du Québec, avec certains groupes qui ont pris position contre la prostitution et d'autres groupes qui défendent les droits des travailleuses du sexe. Alors, la Fédération des femmes du Québec, si elle veut fédérer, en quelque sorte, je pense qu'elle continue la réflexion. Mais je crois que, éventuellement, c'est une grande organisation féministe qui aura peut-être à prendre une position dans le débat. Est-ce que l'avancement des conditions de vie des prostituées ou des travailleuses du sexe peut se faire sans l'appui des grandes organisations féministes? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que ce serait malheureux si ce n'était pas le cas, parce que les travailleuses du sexe et les associations de travailleuses du sexe avec lesquelles on a travaillé, nous, dans l'anthologie, je veux dire, elles sont féministes. Donc, ce serait un peu étrange que ce féminisme-là, en guillemets, gagne l'écoute du législateur, par exemple, plutôt que le féminisme des grandes associations. Donc ça, je pense que c'est pas à souhaiter. C'est une excellente question, parce que, ultimement,
Je pense que les militants, les militantes désirent travailler de concert avec le mouvement des femmes. C'est ce qu'on lit là, dans au moins 2 des chapitres de l'anthologie sur bâtir des alliances et tout ça. Mais reste que le grave problème auquel elles sont confrontées, ces travailleuses, c'est de ne pas être reconnues comme étant légitimes, de ne pas être entendues comme étant crédibles, et même par les consoeurs féministes. Donc, moi, je dirais, l'important, c'est de mener la lutte jusqu'au bout. Si les féministes, peut-être plus classiques ou traditionnelles, ne sont pas dans les rangs, bien, l'important, c'est de mener la lutte jusqu'au bout. Toutes les paroles, tous les textes, toutes les actions de travailleuses du sexe, de travailleurs du sexe, ne seraient peut-être passées à l'oubli si on ne les avait pas rediffusés, rendus publics, puis colligés dans cet ouvrage. Des textes ou des livres oubliés parce que diffusés dans une autre langue. C'est un des grands objectifs de faire un livre, c'est beaucoup de rendre cette discussion-là accessible aux francophones. Pour la personne militante, étudiante, chercheur, politicienne, qui a envie de réfléchir sur c'est quoi au juste qu'elles veulent, les travailleuses du sexe. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'elles veulent à peu près la même chose depuis au moins 1973. Au Canada, elles veulent la justice. Cet épisode était une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca